breton de cœur, nomade de fait, tenté par la médecine, journaliste par passion, voyageur et observateur par curiosité. Journalisme, je résume, carrière de photographe, de radio, de télévision, un peu de presse écrite et quelques livres bien sûr. La photo, c'est 5 années pour SIPA Presse. Vous parcourez l'Afrique, l'Australie, l'Antarctique, les Amériques, dans des pays souvent en guerre. Vous voyez peut-être des pays de façon différente. C'est là que vous avez la passion du journalisme et le goût de l'aventure. Alors, le journalisme pur, si j'ose dire, c'est France Inter, presque 10 ans, où vous n'êtes pas un témoin passif, mais vous êtes déjà un acteur d'aventure. C'est bien sûr la télévision et Ushuaïa pendant 8 ans, Ushuaïa le magazine de l'extrême sur TF1. Puis Opération Okavango qui a duré un peu moins longtemps, dont on reparlera. C'est aussi VSD Nature pendant, je crois, 3 ans et 5 livres, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est aussi l'aventure parce que, indépendamment de ce que vous faites dans le domaine du journalisme, vous traversez la Manche en planche à voile, tentative de record de traverser de l'Atlantique à la voile, expédition pôle Nord magnétique, vous nous expliquerez ce que c'est que le pôle Nord magnétique en scooter des neiges, tentative de record automobile entre le Cap et Alger, descente du Zambèze à la pagaie, expédition du pôle Nord au pôle Nord géographique en ULM. Qu'est-ce que c'est que la différence entre géographique et magnétique, le pôle Nord? Déjà, c'est 1300 km de distance. Le pôle Nord géographique, si l'on faisait sortir l'axe autour duquel la Terre tourne, ce serait le point virtuel de l'axe. Donc c'est vraiment le toit du monde, c'est l'endroit, c'est la croisée des méridiens, si vous voulez. Et le pôle Nord magnétique, c'est l'endroit où les boussoles convergent. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, les boussoles ne convergent pas vers le pôle Nord géographique, elles convergent vers ce grand champ magnétique qu'on appelle le pôle Nord magnétique. Alors quand on est ici, ces deux directions se confondent, mais au fur et à mesure que l'on monte vers le Grand Nord, eh bien, la déclinaison entre le pôle Nord géographique et le pôle Nord magnétique augmente, car en réalité, le pôle Nord magnétique est à 1300 km, un peu au sud du pôle Nord géographique, selon l'endroit où on est, un peu à l'ouest, et c'est un endroit qui se déplace. En l'espace d'un siècle, je crois que le pôle Nord magnétique s'est déplacé de plusieurs centaines de kilomètres. Il n'est jamais au même endroit, donc c'est pour ça qu'il faut réactualiser les compas assez régulièrement. Voilà. Et la température, en ULM ou au sol? La température, elle est à peu près la même au pôle Nord magnétique qu'au pôle Nord géographique. En plein hiver, il fait à peu près, sans vent, il fait à peu près moins 40, moins 30, moins 40. Mais ça ne veut pas dire grand-chose, hein, parce que quand on dit moins 40, comme ça paraît très difficile à supporter. Il faut savoir qu'un moins 30 ou un moins 40, on peut avoir ça en haut des stations de ski. Ce qui est plus dur, c'est quand il y a du vent. Ce qui est plus dur, c'est quand on dort dehors. Mais c'est vrai qu'il fait assez froid. Alors, j'oubliais aussi une tentative de traversée de l'Atlantique en ballon dirigeable. Et puis alors, vous êtes aujourd'hui fondateur et président de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme. On en parlera avec Stéphane Courgeon. Stéphane Courgeon qui va, comme nous le faisons avec nos invités, qui va dialoguer avec vous pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Bien sûr, vous, le public, vous aurez la possibilité de poser des questions. Vous lèverez, la salle s'éclairera un peu plus et vous lèverez bien vos mains pour qu'on vous voit. Voilà, allez, je crois qu'il est prévu aussi des extraits d'émissions avec Stéphane. Première question simplement. Aujourd'hui, donc, l'émission de télévision, la précédente s'est arrêtée. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, en dehors de la Fondation, qui doit d'ailleurs représenter pas mal de travail? Qu'est-ce que vous faites, là, ces jours-ci? J'ai passé une année audiovisuelle quasi sabbatique, ce que j'ai particulièrement apprécié, parce que ceux qui ont suivi Ushuaïa ont dû soupçonner quand même que le rythme était un rythme assez important, c'était passionnant, mais quand on faisait 52 émissions par an, c'est vrai que ça secoue un peu les mécaniques. On a eu après 18 mois d'Okavango, qui a été une extraordinaire expérience, qui devait se poursuivre sur 5 années, qui pour des raisons, je dirais, budgétaires et économiques, n'a pas été poursuivie, mais peu importe. D'abord, on a fait 9 magnifiques émissions sur l'Afrique, et nous avons passé nous-mêmes 18 mois en Afrique, tel que je crois que personne n'aura plus la chance de le repasser, avec des moyens exceptionnels qui nous ont donné une autonomie qui nous permettait d'investir quasiment toutes les régions d'Afrique, avec un confort de travail pour des cinéastes qui était assez extraordinaire.
Donc ça s'est arrêté au mois de juin l'année dernière, à l'antenne. En réalité, en termes de fabrication, ça s'était arrêté quelques mois plus tôt. Et là, je réattaque les tournages d'une nouvelle émission. Je réattaque les tournages le mois prochain. L'émission sera diffusée à partir du mois de septembre prochain. Elle s'appellera Ushuaïa de nouveau, mais Ushuaïa Nature. Et ce sera, je dirais, un juste milieu entre ce qu'était Ushuaïa et Okavango. Ce sera toujours la découverte, la compréhension de la nature dans ce qu'elle a de plus belle, dans ce qu'elle a de plus complexe et dans ce qu'elle a de plus rare, avec toujours la même approche qui est la nôtre, qui n'est de ne pas être des spectateurs passifs, mais d'être des observateurs complices et proches de la nature. Donc ça sera pour la nouvelle émission qui sera en septembre. J'ai profité de cette année tranquille pour m'occuper plus de la fondation dont on reparlera tout à l'heure, pour vivre tout simplement à un rythme différent, pour lire, pour écrire, et puis pour développer un certain nombre d'activités que je n'avais pas le temps de développer jusqu'ici. Concernant votre émission, la future émission, est-ce que le souhait de M. Jean-Marie Jevot, qui est président de la commission éducation, formation et jeunesse et sport du Conseil général de la Sarthe, le Conseil général qui est puissance invitante, comme vous le savez, de la voix au chapitre, nous saluons les parlementaires et les conseillers généraux, est-ce que le souhait de M. Jevot sera exaucé, c'est-à-dire est-ce que votre émission passera à une heure raisonnable, c'est-à-dire, on va dire en gros 21h après les... Alors, Okavango avait déjà eu cette chance-là de passer à 20h50. Le prochain Ushuaïa sera également à 20h50. Ce sont des heures qui ont des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'effectivement, on peut permettre à des gens qui se couchent tôt de pouvoir profiter de ce type de programme. Donc ça, c'est un gros avantage. L'inconvénient, c'est que, c'est ce qui se passe un peu, ça peut passer sur Okavango, c'est que c'est une exposition qui fragilise plus que quand on est en deuxième partie de soirée, parce que évidemment les chaînes sont beaucoup plus attentives à ce qui se passe en première partie de soirée qu'en deuxième partie. Donc il suffit qu'il y ait 2 fois de suite un peu de baisse d'audience ou chose comme ça, bon, on est beaucoup plus rapidement sur la sellette. Mais en revanche, c'est vrai que moi j'ai quand même passé 10 ans d'Ushuaïa à entendre les gens se plaindre des horaires tardifs. Je crois que cette époque pour nous est révolue. Maintenant, les gens, 21h, bon, ça commence à être des horaires humaines, quoi. Très bien. Est-ce que les grands voyages vous manquent là depuis Okavango ou est-ce que vous êtes plutôt assagi? Pas du tout. C'est les voyages ne me manquent pas, et Assagi pas non plus, d'ailleurs. Il y avait une très jolie phrase de Victor Hugo, il disait « J'ai l'esprit casanier et l'instinct voyageur ». C'est une contradiction que j'assume complètement parce que je déteste voyager, ce qui peut paraître surprenant, mais je ne sais pas y résister. Je déteste voyager au sens que je suis toujours bien où je suis. Au contraire de gens qui quelquefois voyagent pour fuir un endroit, moi je suis bien en général où je suis et je déteste faire une valise, monter dans un avion, je hais les aéroports. Bon. Mais ma curiosité est plus forte que ce côté sédentaire. J'ai toujours voulu voir ce qui se passe ailleurs, j'ai toujours eu conscience de la brièveté de l'existence et donc j'ai toujours voulu en voir le plus possible. Presque trop d'ailleurs, parce qu'à un moment, vous tombez dans une espèce d'ivresse par rapport à la possibilité de découvrir. Alors, c'est vrai que je suis content quand je suis ailleurs, mais je suis toujours content de retourner chez moi également. Et là, donc, j'ai pu rester, ce qui m'était jamais arrivé, parce que, indépendamment d'Ushuaïa, j'ai eu la chance de commencer, parce que c'est une chance, parce que le voyage ne rend pas forcément plus intelligent, mais c'est quand même une découverte et une école, qu'on le veuille ou pas, donc c'est une chance quand on peut voyager, surtout dans les conditions où j'ai voyagé, et je fais ça depuis maintenant 24 ans. Donc 24 ans où je n'avais jamais posé mes valises. Donc là, j'ai passé pour la première fois pratiquement 1 an tous les soirs au même endroit, ce qui ne m'était jamais arrivé. C'est une vie complètement différente, plus donc, équilibrée. Voilà, d'abord ça équilibre physiquement et psychologiquement, ça vous ouvre un nombre de registres extraordinaires pour lesquels vous n'aviez pas de temps et de disponibilité avant. Vous savez, une passion est toujours au détriment d'une autre passion. C'est le problème des passionnés, c'est que bon... Et que quand vous vous libérez un peu d'une passion, ben vous découvrez la possibilité de vous attacher à d'autres passions. Tout le monde sait que la vie est trop courte pour pouvoir toutes les assouvir, mais en l'occurrence, bon, de temps en temps, moi j'aime lire, par exemple, j'aime tout simplement me balader, bon, ben voilà des choses qu'on peut faire, j'aime prendre mon temps, il m'est arrivé aussi d'aimer dormir le matin, mais pendant 1 an j'en ai bien profité, et c'est vrai que pendant les années où je soyais au Okavango, tout le monde sait que les plus belles lumières pour travailler, c'est les premières lumières du jour. Bon, quand on est cinéaste, on essaie de faire les maximum de séquences à cette période-là. Pour être prêt sur le terrain au lever du jour, aux premières lumières du jour, il faut se lever en général 2-3 heures avant. Je ne suis pas un mec du matin, donc c'est vrai que c'était assez pénible
Alors là, pendant un an, j'en ai profité, quoi. Je ne mettais pas de réveil, ce qui est quand même extraordinaire. Vous êtes toujours commandant Couche-Tôt quand on vous a... Je suis le commandant Couche-Tôt, et c'est une blague qui circule dans les équipes, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui me couche tôt, à un point qui est incroyable. En général, à 9h, je dors, quoi, voilà. Mais ça, vous avez peu de chances de me croiser dans une boîte de nuit, quoi. Vous disiez avant Okavango, mon plus grand rêve c'est de conclure Okavango dans 4 ans et demi, bon, ce qui n'a pas pu se faire, et me poser chez moi et ne plus bouger. C'est encore une envie? Je ne tiens pas toujours mes promesses, mais d'abord c'est pas encore une promesse, et j'essaie de me fixer un certain nombre d'étapes. J'avais déjà dit que à 40 ans, je casserais le rythme de vie. Je l'ai fait, j'ai arrêté au Ushuaïa, alors que tout me contraignait plutôt à le continuer. Déjà, j'ai changé complètement de rythme, parce que au Ushuaïa, autant ça a été fantastique, parce que ça a été une accumulation de connaissances, d'expériences uniques. Aucun métier au monde ne permet de vivre aussi intensément. Je n'en tire aucune fierté, mais une grande reconnaissance, parce que c'est vrai que ça a été fantastique. En revanche, c'est vrai que ça a été épuisant. Et que c'est au détriment de tas d'autres choses. Donc là, avec Okavango, on a retrouvé un rythme beaucoup plus humain. Au lieu d'avoir 50 voyages par an, je faisais 2 par an. Je suis parti des mois en Afrique. Je restais, j'avais le temps de profiter, de m'imprégner. C'était un tout à fait autre rythme. Et là, ça va être pareil. Je vais refaire moins de voyages, mais plus en profondeur. Donc c'est un rythme qui permet de réunir le fond et la forme. Voilà. Alors on va avoir un certain nombre d'extraits au cours de la soirée. On va commencer avec Ushuaïa, Deltaplane en Chine, et puis ensuite les gorilles, mais sans la brume. Il s'élance avec Gilles Sant'Antonio du mont Emeshan, en Chine. Là, tu t'allonges. Allez, allonge-toi, Nicolas. Bon, on remonte pas les ficelles, on reste comme ça. Oh, superbe. Superbe. Ah! Écoutez, il faut quand même que je vous dise que... une fois encore, j'étais mort de trouille. Hein. Pardon de dire ça à Gilles Sant'Antonio, c'est pas que j'avais pas confiance en lui, mais cet instant d'émotion en vaut largement la chandelle. Nous sommes à flanc de cette montagne sacrée, parsemée de ce que l'on appelle la laine du dragon, c'est-à-dire de ces cumulus et de ces stratus. Perds pas ta boussole, ça peut servir si l'on rentre dans la couche. Ça va, Gilles? Ça va très très bien. Ouah. C'est splendide. L'atterrissage sera épique, mais ne décourage en rien Nicolas, qui, plus tard, se livre à quelques acrobaties au-dessus du Mont Blanc, sous l'aile du champion de vol libre, Patrice Jeunant. Voilà. Ton pied qui descend. Voilà. Voilà. Là. Et là. Oui, C'est bien. Comment tu te sens? Ah, merveilleux. On peut essayer tout de suite. Allez, vas-y. Allez, monte. Attends. Donne-moi tes pieds, Allez, vas-y. Tire avec tes mains. Voilà. Tiens tes pieds. Ça va? Ça va super. Bon, allez. Pas question de hurler dans les montagnes rwandaises, surtout lorsque l'on est en compagnie des gorilles qui, malgré leur séjour dans la brume, n'en sont pas moins restés sauvages. C'était le groupe de recherche de Diane. Je crois qu'il est en train de regarder autour parce qu'il veut trouver un endroit pour manger. Voilà, maintenant, Papou se retourne à l'endroit où elle mangeait tantôt. On bouge pas. Doucement. Tourne. C'est qui passe là? Il y a une Natois qui est sur mon sac. Et puis l'autre, c'était Toc qui était la mère d'une Natois. Super. Le Natois, maintenant, je vais le pousser de mon sac. Allez-y dans exaltation. La notion d'exploit sportif est quelque chose qui m'a toujours été étranger, mais qu'on m'a collé un peu sur les épaules, parce que c'est vrai que, vu du sol, quelqu'un qui voit ce qu'on fait en Delta, ouais. C'est vrai que ça peut apparaître ou comme un exploit, ou comme un... Bon, une folie. Très sincèrement, c'est vrai que c'est un peu hors norme. Et puis, bon, on a montré une séquence qui est un peu exceptionnelle.
ça m'a un peu passé. Bon. Mais j'ai une relation avec le risque qui est beaucoup plus lucide qu'on veut bien l'imaginer. Vous savez, si je me suis rien cassé, je touche du bois, en l'espace de 20 ans, c'est parce que j'accorde au risque une lucidité qu'on ne soupçonne pas. Combien de fois j'ai renoncé à faire des choses. Je crois que mettre en jeu ce qu'il y a de plus précieux au monde, c'est-à-dire la vie ou la santé, c'est une démarche qui est assez limitée intellectuellement pour connaître ce qui est. En revanche, que de temps en temps, pour accéder à des découvertes, une forme d'émotion, c'est une école de maîtrise, on puisse de temps en temps pousser un peu loin le risque. Bon, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai fait. C'est un prétexte pour voir la nature autrement. D'abord, c'est un prétexte pour se découvrir, c'est aussi un prétexte pour découvrir la nature. Moi, quand je vole en aile delta aujourd'hui, ça n'est pas parce que l'aile delta est quelque chose de dangereux. D'ailleurs, l'aile delta n'est pas dangereux en soi. Ce qui est dangereux, c'est l'usage que vous en faites, c'est-à-dire notamment la vanité avec laquelle vous allez la faire. Si vous faites de l'aile delta par rapport au regard des autres, à un moment ou à un autre, vous allez aller au tas. Bon. Par contre, c'est une discipline extraordinaire. Voler en aile delta, c'est une des manières de joindre le rêve et la réalité. Quand en plus, comme j'ai par exemple pu le faire, j'ai pu voler en aile delta, je me rappelle d'un vol par exemple en Espagne, où j'ai été volé au milieu de colonies de vautours fauves, eh ben, je dirais que ça fait partie des expériences les plus extraordinaires dont je me souvienne, parce que je développe cette théorie qui est sans doute fausse, mais je pense que nous avons en nous inscrit la condition d'oiseau. Pour ceux qui connaissent les théories de l'évolution nous a privés de cette possibilité, de cette faculté. À un moment, la branche est partie ailleurs. Mais je pense que génétiquement, on a ça inscrit en nous. Donc quand je vole, j'ai l'impression de retrouver cette faculté, et quand on la retrouve en compagnie des autres oiseaux, et que de surcroît, ils ont plaisir à venir voler avec vous, parce qu'ils ont plaisir, parce que la notion de jeu est inscrite dans le comportement animal, ça fait partie de moments qui vous changent. Comme le jour où vous êtes sous l'eau et qu'une baleine vient jouer avec vous. Vous en apprenez plus dans ces instants-là sur la place de l'homme dans la nature, sur ses facultés, sur l'intelligence de la nature, parce que je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas autant de différence que ça entre l'instinct et l'intelligence. C'est extraordinaire. Donc tous ces risques dont on parle m'ont permis de vivre tout ça. Et l'intérêt, ça n'était pas de prendre des risques, c'était de découvrir tout ça. Alors de temps en temps, il y a eu quelques diversions comme ça, bon, parce que il y a déjà 10 ans de ça. Oui. Alors je ne dis pas que je serais plus capable de le faire, mais il y a aussi ce côté un petit peu... Quand vous avez frôlé la mort à certaines périodes, est-ce que vous êtes dit ça pimente un peu la vie, ou est-ce que vous étiez plutôt furieux contre vous d'avoir minimisé les risques ? Je déteste ça chez les autres, et je déteste ça chez moi. Donc si ça m'est arrivé de faire des erreurs, et j'en ai commis, pas trop mais j'en ai commis, c'est-à-dire vraiment d'aller trop loin chercher le risque et de passer à côté de l'accident, je suis honteux de ça, en colère contre moi, et en colère éventuellement contre ceux qui m'ont mis dans cette situation-là. Il est clair que quand on fait au Ushuaia pendant 10 ans, il faut voir le rythme que c'était dans des régions que nous ne connaissions pas. Voler en aile delta dans les Alpes, dans un site que l'on connaît, choisir le jour où on va voler pour le plaisir, et voler en Chine, partir d'un piton comme ça, avec un tremplin en bambou qu'on a construit et qui va se casser derrière nous, passer dans une couche de nuages, avoir 2 magnétoscopes, c'est autre chose. Et c'est clair que quand vous faites ça toute l'année, il y a eu des moments où on s'est trompé, et où on a été surpris, et on aurait pu effectivement se faire mal. Vous auriez pu en fait vous contenter, mais vous l'aviez fait sur France Inter avant, de commenter ce qui se passait, de commenter la nature et pas forcément d'y participer. Oui, mais c'est vrai que j'ai découvert graduellement, au fur et à mesure de mon parcours, et notamment quand mon premier vrai métier, ça a été photographe. Et j'ai été photographe de presse, c'était le début des agences de presse internationales, qui utilisaient un peu les petits jeunes, comme j'étais à l'époque, qui avaient envie de voyager, qui étaient assez insouciants et inconscients, qui se prenaient pour des grands reporters, et on les envoyait aux 4 coins du monde en se disant ils vont nous ramener des tas de choses, parce que leur audace, qui n'avait d'égal que leur inconscience, et notamment la mienne, va nous permettre d'avoir des trucs incroyables. Et c'est vrai que moi, du coup, j'ai couvert des choses que j'oserais même plus couvrir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'ai trop conscience du risque. Et je me suis quand même rendu compte à l'époque que j'avais le goût de 2 choses, des grands espaces, et c'est vrai, je préférais ne pas être perpétuellement un témoin des choses, mais aussi participer aux choses. Voilà. Et donc, je préférais commenter, je dis n'importe quoi, la descente du Zambèze que j'avais faite, que celle des autres. Il y a un côté frustrant au moment. Voilà. Alors, autre extrait, dans Ushuaia, il y a eu beaucoup de rencontres qui vous ont ému sans doute, mais aussi d'autres qui ont fait rire, c'est pas un bêtisier, mais presque là. Et puis un autre exploit que je crois personne dans la salle n'oserait réaliser. Attends.
Voilà pour le premier contact avec les orang-outans sauvages, ceux-là, donc de l'île de Bornéo. On va changer d'île. Oula, il y en a un qui est un peu plus grand que je l'imaginais. Après avoir vu les éléphants d'Afrique, l'autre jour les éléphants du Sri Lanka, cette fois-ci les éléphants d'Indonésie, ils sont un partenaire important de la vie active humaine, donc dans toute l'Indonésie. La plus grosse concentration se trouve à l'île de Sumatra, une concentration qui n'est pas d'ailleurs sans poser de problème. Excusez-moi, on va y arriver. Entre les pays. Tous ces visages de congres, ils sont au moins plusieurs dizaines. Sur la vache. Ah, vache. C'est des congres. Et voilà. Voilà. Et quand Nicolas et Rufus décident de faire un tour au grand air, la balade sur des biplans des années 40 n'est forcément pas banale. Il va se passer quelque chose. Nicolas, je t'entends plus. Écarte les bras, écarte les bras. Oh la vache. Oh là 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 là. Ça va, Rufus? Ça va, c'est calme, hein. Voilà. Oh le salaud. Quand on penche en avant comme ça, c'est une horreur. C'est pas prévu dans le programme, celle-là. Pas prévu, celle-là. Là. Beaucoup de rencontres en 8 ans d'Ushuaïa au Kavango, on en parlera tout à l'heure, des souvenirs, des paysages, qu'est-ce qui vous revient à l'esprit quand vous repensez à ces 8 ans? C'est difficile d'extraire un souvenir, parce que c'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a été très privilégiés. J'ai souvent dit que nos rêves avaient été... Enfin, nos journées étaient plus belles que nos rêves, quoi. Et moi, jamais j'aurais imaginé vivre autant de choses. Alors, c'est vrai que j'ai été très marqué, je le disais tout à l'heure, par les confrontations avec le monde animal, parce que nager avec un dauphin ou avec des baleines, c'est vrai que tout le monde le sait, c'est un rêve qu'on a en soi. Quand ça se réalise, c'est encore plus grand et plus géant que ce que l'on imaginait. Donc ça, ce sont des rencontres. Les rencontres avec les gorilles, ça a été des rencontres merveilleuses. Il y a l'aspect humain aussi, c'est que on a eu la chance pendant Ushuaïa et plus encore pendant Okavango de rencontrer ce qu'on appelle un peu les oubliés du temps, c'est-à-dire ces micro-sociétés qui sont un peu une espèce de miracle à la fin du XXe siècle, où vous savez bien que la planète est en train de céder à une espèce d'homogénéisation culturelle. Et là, vous trouvez encore quelques niches où on a l'impression que le temps n'a pas eu de prise. Je pense par exemple à cette vallée de l'Omo dans le sud de l'Éthiopie, où vous trouvez des tribus, des ethnies, dont le mode de vie est resté changé depuis des siècles et des siècles. Donc c'est comme si vous aviez une espèce de musée d'une palette humaine comme ça, grandeur nature. Ça, c'est des choses très émouvantes. Puis après, il y a du plaisir pur. On a eu la chance de faire des vols. Vous savez que j'aime bien voler, que ce soit en delta ou en ballon, dans des sites absolument incroyables. Je crois qu'on a eu la chance de voler dans les endroits les plus prestigieux. J'ai volé avec ce petit ballon qu'on appelle le Cloud Hopper, où c'est une montgolfière où il n'y a pas de nacelle. On est suspendu sous l'enveloppe, sur la muraille de Chine, sur la banquise, dans des endroits absolument incroyables. Alors, c'est vrai que déjà, ce sont des endroits magnifiques. Quand vous y ajoutez cette dimension, je me souviens comme ça d'avoir été
avec cette montgolfière à, je sais pas, 2000 mètres d'altitude, couper le brûleur, ne plus avoir un bruit, et de regarder la banquise qui défilait dessous et de voir des ours polaires courir. Aujourd'hui, quand je le raconte, je me dis que j'ai dû rêver ça, parce que ça paraît, et j'ose à peine en parler, parce qu'on se dit, il en rajoute, et on n'en rajoute pas, en réalité, on a plutôt tendance à réduire, parce qu'on va finir par emmerder tout le monde, tellement c'était exceptionnel. On a vécu des choses exceptionnelles dans ce domaine-là, qui vous redonnent quand même aussi une espèce d'enthousiasme, parce que c'est là que vous vous rendez compte que notre planète est quand même très belle, que la nature commet des choses exceptionnellement belles. C'est d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, ce qui à un moment vous donne aussi envie de protéger tout cela. Et quand on a vu autant de choses, autant de très belles choses, et les plus belles choses qu'il y a au monde dans la nature sans doute, est-ce que vous êtes un peu blasé, ou est-ce que vous arrivez à vous émerveiller quand vous vous promenez en montagne, vous voyez une cascade ou un très beau site, vous arrivez à vous émerveiller encore de ces choses-là? Non, je pense que les sens, c'est une perpétuelle école et découverte. C'est-à-dire que je pense que les sens s'atrophient si vous ne les exposez pas. Moi, j'ai une conviction, c'est que je pense que quand on découvre la vie, on se croit voyant, mais en fait, on est un peu aveugle. On ne voit pas les choses. Moi, il a fallu certaines grandes confrontations avec notamment l'Arctique, l'Afrique australe, qui sont des endroits que j'aime particulièrement. Et tout d'un coup, j'ai découvert le monde. Il a fallu, ça a libéré comme un peu des écrans devant moi, et je me suis mis à utiliser la vue, l'ouïe, l'odorat. Et en réalité, au lieu justement de me blaser, c'est que je me suis aperçu que je regardais des choses que je ne voyais pas avant. Et je prends un exemple. J'habitais avant, par exemple, à côté de Rambouillet. Je passais des heures à regarder les oiseaux de mon jardin, qui ne sont quand même pas des oiseaux exotiques. Mais il a fallu effectivement que j'aille dans l'Okavango découvrir tous les oiseaux de la création, pratiquement, pour apprendre à regarder ces oiseaux-là. J'ai appris à regarder des choses. Et donc maintenant, c'est vrai que ce soit en Corse, en Bretagne ou ailleurs, je sais regarder. Je pense que c'est peut-être un apprentissage. Donc c'est l'école des sens. Et au contraire, je crois que plus vous exposez votre sensibilité, plus elle devient précise et plus elle devient efficace. C'est ma conviction. Donc non, on n'est pas du tout blasé. C'est pas possible de se blaser devant ça. Non. Et cette sensibilité pour protéger la nature, elle est effectivement nécessaire, forcément. Il y a deux choses. Il y a ce qui est du domaine de la sensibilité, puis il y a ce qui est du domaine de la raison. Il y a la sensibilité parce que c'est vrai que vous n'avez pas envie de détruire ou que ce qui vous a ému soit détruit. Bon, donc c'est le côté affectif qui est important, parce que c'est vrai que moi, quand je parle des baleines et que je me bats pour qu'on les protège ou de je ne sais quoi, j'ai ce côté affectif, parce qu'une baleine, ça n'est pas juste un animal dans la création. Bon. J'ai pu voir, vous savez, quand vous avez l'œil d'une baleine qui est à peu près 20 cm du vôtre, c'est pas la peur qui l'emporte, c'est l'admiration. Parce que dans le regard d'une baleine, vous lisez énormément de choses. D'abord, vous lisez une forme d'intelligence, une forme de tolérance. La baleine, elle pourrait, si elle était rancunière avec tout ce qu'on lui a fait commettre, nous, l'espèce humaine, elle pourrait... Bon, c'est pas du tout ça que vous lisez. Alors, c'est peut-être une vision un peu partiale des choses, mais c'est vrai que ça confond, quoi, et que vous avez une espèce d'amour pour ça, parce que c'est beau, parce que les animaux et la nature ne cessent de m'éblouir, parce que quand on commence à s'intéresser à ces choses-là, ça porte un nom, notamment l'éthologie, l'étude du comportement animal. C'est extraordinaire de voir les facultés du monde animal. Donc, vous ne pouvez être qu'impressionné. Alors, cette impression, cette émotion, cette sensibilisation fait qu'on a envie de protéger ça. Puis après, ce que j'appelais la raison tout à l'heure, c'est que ça, c'est autre chose. C'est qu'il faut le protéger effectivement parce que c'est beau et que c'est un patrimoine et qu'au nom de quoi on se permettrait de ce sacrilège de détruire tout ça. Mais la raison, c'est aussi qu'on en a besoin. Il faut que l'homme cesse d'avoir cette vanité ou naïveté, de croire qu'on peut tout détruire et puis que lui sera capable de survivre tout seul là-dedans. Je cite souvent, je l'évoquais tout à l'heure parce que c'est une phrase que j'aime bien, ce poète anglais qui disait « Qui cueille une fleur dérange une étoile ». Je crois beaucoup à l'équilibre de la nature, qui est un équilibre excessivement complexe, mais excessivement vulnérable. Et quand on altère un des maillons de cet édifice, par voie de conséquence, on touche aux autres maillons. Et nous sommes un des maillons de la nature. Donc, la raison veut que l'on protège l'ensemble de l'édifice, tout simplement parce qu'on est des hommes et qu'on est aussi là pour protéger notre espèce, qui est l'espèce humaine.
Et donc, il ne faut pas croire que rien, tout a une raison d'être, tout a une fonction. Hein. Petite plante, un insecte ou un gros mammifère a une raison dans l'équilibre de la nature. Et donc, c'est la raison pour laquelle je participe à cette prise de conscience du respect de l'environnement, parce qu'il y va de l'avenir de l'homme. Il ne faut pas croire que la nature a une espèce d'invulnérabilité, une espèce de capacité de régénération absolue. Pas du tout, elle a un seuil de résistance. On sait bien qu'on lui a fait subir ces 40 dernières années des sévices, des bouleversements, des modifications qui sont tellement rapides dans leur rythme et leur cadence que la nature n'a plus une capacité d'adaptation. C'est vrai qu'elle a pu tout au long de l'évolution s'adapter, mais les rythmes n'étaient pas du tout les mêmes. Alors c'est le grand challenge, parce que d'un côté il y a une explosion démographique dont il faut tenir compte, et puis on est là pour améliorer la condition humaine, et puis de l'autre côté il y a cet environnement qui souffre de cette explosion démographique. Il faut réussir les deux. Et c'est le grand défi pour moi de la fin du XXe et surtout du début du XXIe. On va parler de tout ça dans un instant avec la Fondation. On revient un instant à Ushuaïa et pour montrer que tout ne marchait pas forcément toujours bien. Jack. Je te cherche. T'es où là, Vincent? Bah, je dois être en dessous de toi, quelque chose comme ça. Tu viens de perdre tes fiches, je crois. Ah merde. Ok, le bateau là, si vous m'entendez en bas, j'ai perdu mes fiches, je sais pas. Ah ouais, je peux pas les récupérer. Hop là. Ça, c'est pas l'atterrissage normal. Allez, tout passe. Tout passe. Ça va? Hein? Allez, ça va, Jacques? Va. Alors on va parler de la fondation Nicolas Hulot, que vous avez créée en 90 sous le nom Fondation Ushuaïa d'abord, qui en fait contribue au développement de l'éducation, à l'environnement. Il y a 200 clubs en France aujourd'hui, c'est ça? Il y a à peu près 200 clubs, oui. C'est en parcourant le monde comme ça que vous avez eu envie de créer cette fondation? Bah, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a plusieurs manières de prendre conscience des choses. Moi, des dégradations en tout cas peut-être. Oui, ce que je disais tout à l'heure, des dégradations, des bouleversements, encore une fois, qui n'ont pas été commis dans l'intention de détruire, enfin quelques exceptions près, mais qui sont des conséquences, encore une fois, notamment de l'explosion démographique et surtout des concentrations démographiques. Et puis qui sont aussi conséquences de cette espèce de conviction que nous portons encore avec nous et qui sont pourtant totalement caduques et qui risquent d'être graves si on ne s'en débarrasse pas, c'est que la nature a une capacité de régénération absolue. Première conviction que j'ai expliquée tout à l'heure qui n'est plus d'actualité. La deuxièmement, c'est quelles que soient les erreurs que l'on commet, on trouvera toujours une solution pour les réparer. Je crois que beaucoup d'exemples nous montrent que maintenant on n'est pas toujours capable de réparer nos erreurs et on sera de moins en moins. Bon. Alors, quand on voyage comme moi, indépendamment des relations affectives avec la nature qui aussi, c'est vrai, joue dans mon engagement, il y a surtout ce que je disais donc tout à l'heure, le fait qu'on prend conscience que ces 20 ou 30 dernières années, les choses se sont accélérées. Quand on a une vision un peu planétaire du monde, si j'essaie de donner une image, on a le sentiment que le monde ressemble à une espèce d'immense TGV lancé à pleine vitesse, qui a autant de wagons qu'il y a de pays ou de cultures, que chacun se préoccupe du sort de son wagon, mais que personne n'a la tête dehors pour voir s'il y a quelqu'un qui conduit le train et s'il n'y a pas un mur sur la voie.
C'est un peu le sentiment que j'ai. C'est-à-dire, je pense que le XXe siècle est un peu victime de son propre succès. C'est-à-dire que le progrès est incontestable au sens mieux-être de l'homme. Quand on fera le bilan du XXe siècle, notamment en termes de santé, de réduction de la souffrance humaine, en termes de médecine, il y a bien entendu des choses merveilleuses et tant mieux. Mais il y a quand même des effets secondaires qui nous rattrapent, et notamment il y a une grande pénurie qui est la pénurie de conscience, de mise en perspective et de cette absence de ce manque de visionnaire. Bon. Tout simplement parce que les choses vont très très vite. Le XXe siècle est le siècle des applications des découvertes du XIXe siècle, enrichi d'ailleurs de nouvelles découvertes, ce qui fait que tout a été très vite. Et on voit bien que toutes les sociétés subissent le progrès, on ne le contrôle plus très bien. Bon. Et que c'est dur pour tout le monde, c'est dur pour les politiques, c'est dur pour les scientifiques, c'est dur, ça va très très vite. Et ça va tellement vite que je trouve que ça fait un peu peur, il y a une espèce d'ivresse. Voilà. Alors ça fait peur, pas bêtement parce qu'il ne faut pas avoir peur de ce qu'on ne connaît pas, ça fait peur parce qu'on se rend compte quand on voyage, notamment qu'on a un peu de recul, que quand on a une vision un peu planétaire des choses, dans tous les domaines, on est en train d'épuiser les choses ou de les altérer. Et je pense qu'on risque d'aller dans ce que j'appelle des seuils de l'irréversibilité. Certains sont déjà atteints ? J'en sais rien, j'espère que non. Je ne suis pas scientifique, donc je ne me prononcerai pas, mais par contre je suis beaucoup à l'écoute des scientifiques, je travaille beaucoup avec des scientifiques. Moi je ne suis qu'un observateur, mais il y a des choses qui sont probantes. Si on prend de haut vers le bas, on voit bien la conférence de Kyoto, on a été encore une illustration, qu'on est en train de toucher à quelque chose qui participe plus que de notre équilibre, auquel est conditionnée la présence de la vie sur Terre, qui est ce petit écran ridicule au regard de l'univers, qui est l'atmosphère, petit bouclier qui nous protège d'un certain nombre de rayonnements. On est en train de l'attaquer, notamment par la couche d'ozone. À cela, en plus, on ajoute, avec toutes les émissions, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais on est en train de provoquer, tout le monde est d'accord, on ne connaît pas encore les conséquences, mais on est d'accord pour reconnaître l'effet de serre. Bon. Avec les perspectives de changement climatique dont on ne mesure pas les effets. Peut-être que ça aura des effets bénéfiques, mais on ne peut pas en être sûr. Les océans, tous les chiffres concordent, on est en train de vider les océans. Alors on les vide d'abord de leur contenu, notamment ce qui nous nourrit, les poissons. On est en train d'altérer tout l'écosystème. Les scientifiques disent que les océans, et notamment par le corail, participent majoritairement à la régulation de l'atmosphère. C'est le principal pourvoyeur d'oxygène dans l'atmosphère. L'eau, on est en train de se comporter avec l'eau comme si c'était une ressource inépuisable. On sait bien qu'à l'aune de 30 ou 40 ans, il va y avoir des sources de conflits très importants, qu'il y a déjà aujourd'hui 70 millions de gens qui meurent sur Terre pour des maladies liées à l'état de l'eau. C'est quand même énorme. La forêt, j'en parle même pas. Autrefois, il y avait des bûcherons avec des haches. Après, il y a eu des tronçonneuses. Maintenant, vous avez des engins qui ne rentrent pas dans cette pièce, qui vous changent la configuration, la topographie d'une forêt, et qui en plus font en sorte, je parle pour les grandes forêts, mais je parle pas des... Chez nous, on est plutôt exemplaires en matière d'exploitation de forêt, et qui laissent derrière eux aussi des sols sur lesquels rien ne repousse. Bon. Et puis pour extraire une essence d'arbre, on va tout extraire. Donc voilà, je pourrais citer la liste comme ça. Alors, quand on ne voyage pas, on n'a pas toujours conscience de tout ça. Puis on se dit, ça ne se passe pas chez nous. Le problème, c'est qu'on est lié à tout ce qui se passe chez nous. Parce que ce qui se passe dans la forêt amazonienne ou la forêt équatoriale, on en a besoin, ça participe à l'équilibre de l'atmosphère. Sur les océans, c'est vrai aussi. Bon. Donc, on voit qu'il y a vraiment une situation qui est critique, qui est grave. Alors, je ne fais pas partie de ceux qui disent on va mourir demain, parce que sinon, autant ne rien faire. Mais je fais partie de ceux qui disent il ne faut pas avoir une vision angélique, il faut avoir beaucoup plus d'humilité dans notre développement, essayer un tout petit peu de faire en sorte que, justement, on puisse mettre en perspective les choses. C'est la raison pour laquelle, à mon niveau, je me suis engagé dans ce combat par le biais, entre autres, de l'éducation, de la sensibilisation. Alors, l'éducation, dans ce cas-là de plus classique, c'est avec les écoles, les enfants, on travaille avec l'éducation nationale, on fabrique des outils pédagogiques, puis la sensibilisation, tout azimut, avec tout ce que l'on peut d'une conférence comme ce soir, avec des rencontres avec des décideurs, etc., pour essayer,
avec nos moyens qui sont les nôtres, de participer à cette prise de conscience. C'est pas une fondation qui fait du lobbying, c'est plutôt de la sensibilisation. On fait aussi du lobbying au sens peut-être pas tout à fait conventionnel, mais il nous arrive de travailler avec des industriels, de voir des hommes politiques pour essayer, parce qu'on s'aperçoit qu'à tous les niveaux de la politique ou de décision, il y a une pénurie de prise de conscience, que beaucoup d'hommes politiques, des très hauts niveaux, quelle que soit leur appartenance politique, sont pas forcément bien informés, n'ont pas pris conscience de l'ampleur des phénomènes, et eux aussi pensent que la nature a une capacité de régénération, elle va se débrouiller. Voilà, parce que la nature, on lui accorde toutes les définitions, mais on lui accorde une espèce des vertus liées à l'immensité. Donc on se dit, l'atmosphère se débrouillera, l'océan va se débrouiller. Et en réalité, c'est loin d'être aussi simple que ça. Les mécanismes sont beaucoup plus fragiles. Et encore une fois, les systèmes de réparation que la nature peut avoir en son sein sont plus efficaces. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la technologie, la science, la connaissance qu'on a accumulées au XXe siècle sont sans doute capables de nous apporter des solutions à ça, pour peu qu'on s'y consacre. Voilà. On va en revenir dans un instant à des mesures qui ont été prises récemment en France, justement, pour lutter, enfin en tout cas pour protéger l'environnement. On va avoir un extrait d'Okavango, avec un passage avec de belles images, mais surtout un très beau temps, et une décision qu'a pris le ministre de l'Environnement, la pastille verte et la circulation alternée. Est-ce que pour vous c'est purement anecdotique ou bien c'est vraiment du sérieux? Je ne sais pas si je suis bien placé pour commenter ça. Je pense que de toute façon, tout ce qui va dans ce sens-là est bon à prendre. On n'en fera jamais assez. Bon, là, il faut concilier les impératifs de l'économie, d'un style de vie. Parce que l'environnement, l'écologie, c'est aussi un changement culturel. Hein. Je prends juste un exemple, mais quand on a dit à Paris qu'on allait faire la circulation alternée, tout le monde a dit, voilà, mais touchez pas au bastion le plus imprenable du comportement individuel qui est l'automobile. Puis on s'est aperçu, pour finir, que ça s'est bien passé, que les gens ont vu les bénéfices de ça et qu'ils en redemandaient. Il y a eu un sondage de fait, 70% des gens concernés disaient qu'ils voulaient bien que la circulation alternée soit tous les jours. C'est intéressant. Alors, moi, je dis juste que c'est vrai que ces mesures sont en deçà des réalités des problèmes. Le jour où on rendra vraiment public les études épidémiologiques consécutives à la pollution de l'air sur les grandes agglomérations, on risque d'être embêté, quoi, quand même. Bon. Donc, il faut reprendre où on prend le dossier à bras-le-corps et on voit les solutions qui, à mon avis, existent, que ce n'est pas une fatalité pour moi que la ville ressemble à ce qu'elle est. Le problème, c'est qu'il faut un certain courage, il faut oser prendre des mesures contraignantes, peut-être pas immédiates pour laisser le temps à tout le monde de s'adapter, y compris aux industriels. Mais moi, je faisais un rêve l'autre jour, j'essayais d'imaginer ce que pourrait être une ville dans 10 ans ou dans 15 ans. Imaginez une ville comme Paris, par exemple, soustraite du bruit ambiant, soustraite de ces pollutions, rendue à la couleur, hein, il n'y aurait plus que le gris, il n'y aurait pas seulement que le gris qui pourrait régner, et rendue fluide. Vous changeriez le moral de 80% de la population française, c'est-à-dire le moral des urbains, hein, parce que tout d'un coup la ville redeviendrait humaine. Quelles conséquences ça aurait? Ça aurait que cette société qui est forcément irritable, crispée, parce qu'elle subit une espèce d'agression tous les jours dans la ville est dure, ben, d'avoir une société crispée, vous auriez une société épanouie qui serait peut-être plus réceptive aux possibilités de changement. Enfin, c'est mon analyse, hein, ça n'engage que moi. Alors qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Ben, on va vous dire, c'est pas possible parce que la cité c'est comme ça, il y a des bagnoles, la technique ne sait pas, et puis il n'y a pas de solution. Moi je suis convaincu du contraire. Si on se disait dans 10 ans ou 15 ans, on va interdire dans toutes les villes tous les véhicules qui auront eu des nuisances sonores et des nuisances chimiques au-delà d'un certain seuil, qu'est-ce qui va se passer le lendemain matin de cette annonce? Tous les laboratoires de recherche vont se mettre là-dessus. Et on trouvera des solutions, j'en suis convaincu. Il faut fixer des objectifs? Moi, je suis convaincu qu'il faut fixer des objectifs contraignants, mais avec du temps pour qu'on puisse s'adapter. Mais au moins, ça fait rêver. Parce qu'au moins, on se dit, tiens, dans 10 ans, ça va être génial, on va voir. Voilà. Là aujourd'hui, on avance. Alors, moi, je ne critique pas du tout le ministre de l'Environnement, quel qu'il soit, parce que les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent. Ils sont seuls dans un gouvernement, en général. Avec les moyens qu'ils ont. Voilà, ils se battent contre tout le reste du gouvernement, quels que soient les ministres. Ou on fait une politique transversale, et à ce moment-là, tout le monde y croit, ou on met juste un ministre pour montrer qu'on fait un peu d'écologie. Et là, pour l'instant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on prend des cuillères pour vider l'océan. Vous croyez vraiment que la France a les moyens de se payer une politique de l'environnement? La France, de toute façon, l'environnement coûte cher, mais l'ignorer coûte 10 fois plus cher, mais pas tout de suite. Prenez un exemple, l'amiante.
ça a coûté 2 fois plus cher que... C'est pas que ça a coûté 2 fois plus cher, c'est qu'on peut même pas faire face. C'est qu'on peut pas faire face. C'est économiquement impossible aujourd'hui de défloquer l'ensemble des bâtiments qui ont de l'amiante. On peut pas. Voilà un truc irréversible. On peut pas, on sait pas faire. Économiquement, c'est pas possible. Le déflocage de Jussieu, c'est le prix du budget du ministère de l'Environnement à l'année. Un bâtiment. Si on vous propose d'être ministre de l'Environnement? Non, parce que je m'en sens ni les compétences ni l'envie. J'admire beaucoup les hommes politiques parce qu'ils sont destinés à être responsables de tout ce qui se passe sur Terre. Et moi, j'ai pas envie d'endosser cette responsabilité. Je trouve qu'on vit dans une société qui fait en sorte que les hommes politiques, de toute façon, la plupart sortent par la petite porte, quelles que soient leurs convictions, leur honnêteté. Donc je ne me sens pas l'épaisseur pour subir en permanence, avoir à assumer les responsabilités. Aujourd'hui, vous avez un tremblement de terre, il faudra qu'on trouve un responsable chez un homme politique. C'est mon sentiment. Non, et puis, au-delà de cette anecdote, je pense que, effectivement, je ne m'en sens pas capable, et je pense qu'il faut être complémentaire de la politique. C'est-à-dire que la politique, c'est un métier, et moi, ce n'est pas mon métier, mais on peut apporter aussi une aide, notamment à la prise de conscience, etc. Donc, il faut utiliser son bagage. Mon bagage, c'est la culture du vécu, c'est d'être observateur, c'est d'apporter un regard complémentaire. Mais bon, les politiques sont aussi des techniciens dans un certain nombre de domaines, chacun son truc. Les écologistes disent qu'ils se battent comme vous pour la protection de l'environnement. Quelle est la différence avec vous? Sur la forme? Oui, c'est sur la forme, c'est sur la manière sans doute de se battre. Il y a des convictions qu'on a en commun. Il y a eu des excès dans l'écologie, je pense, qui pouvaient donner à penser que l'écologie n'était pas une démarche humaniste. C'était plus des excès, à mon avis, ou des maladresses orales, souvent. C'est-à-dire que, quelquefois, on donnait le sentiment que l'homme était moins important que le reste. Bon, ça a évolué, tout ça. Non, mais on a quelque part les mêmes convictions. Il faut faire bouger les choses, chacun le fait de sa manière. C'est pas facile. La politique est une manière de faire bouger les choses. Mais il faut aussi faire bouger l'opinion, parce qu'on sait très bien que souvent la politique réagit par rapport à l'opinion, en réaction à l'opinion, donc il faut aussi participer à la prise de conscience de l'opinion pour que éventuellement la politique s'adapte derrière. On va y revenir dans un instant. On repart au Okavango, dans les dortoirs de l'Okavango, comme vous le dites, avec des images d'oiseaux dont vous parliez tout à l'heure, absolument splendides. J'ai lu en préparant cet entretien que vous êtes proche de Jacques Chirac, je crois que personne ne l'ignore, et que vous lui avez glissé des propositions, des mesures à prendre et qu'elles ont été appliquées. Vous pouvez en citer certaines? Non, non, parce que d'abord, c'est vraiment à titre amical et personnel. J'ai eu de longues discussions sur ce sujet avec lui, et il m'est arrivé de profiter de ça pour le convaincre d'un certain nombre de choses qu'il transmettait après. Donc il y a des choses qui se sont faites, quelquefois qui peuvent paraître tout petites, mais qui étaient pour moi importantes. Voilà. Mais je sortais un peu de mon rôle, donc à la limite... Les ordures rejetées par les bateaux de la Marine nationale, ça s'est véritablement fait? Ça s'est arrêté, ça? Alors, c'est vrai que, entre autres choses, je trouvais absolument inadmissible que la Marine nationale continue de balancer ses ordures par-dessus bord. Ça ne s'est pas totalement arrêté. Il y a eu des efforts, ça a été compacté. La plupart maintenant le retraitent à terre, mais ce n'est pas totalement arrêté, bien que l'instruction avait été donnée au chef d'état-major de la Marine nationale par le patron des armées, qui était le président de l'époque, enfin qui est toujours d'ailleurs. Bon, mais ça c'est pas anecdotique, c'est anecdotique, oui, tout sans lettres, parce que ça fait partie des comportements qui ne sont pas admissibles. C'est-à-dire, il y a des choses on ne sait pas faire autrement. Donc quand on ne sait pas faire autrement, bon, il y a des pollutions qui sont chroniques. Mais là, c'est juste parce qu'on s'en fout. Et moi, j'ai plongé un jour en Méditerranée avec un sous-marin de l'Ifremer. Je me suis posé à 5000 mètres de profondeur sur le plateau océanique. 5000 mètres. Donc vous avez quand même une chape de liquide au-dessus de la tête. Alors, il faut savoir qu'à 5000 mètres, il y a très peu d'oxygène dans l'eau, donc la dégradation des matériaux est très lente. J'ai pu lire toute la société de consommation de ces 30 dernières années. J'ai vu l'évolution des bouteilles d'évian, j'ai vu les sacs plastiques, etc. C'est pas admissible. Alors bon, c'est peut-être pas grave, quoi, que ça passe dans la chaîne alimentaire, mais c'est symbolique surtout. Donc c'est pas acceptable. Et c'est pas acceptable parce que la Marine nationale a les moyens de faire autrement, c'est parce qu'on s'en fout. Donc c'est surtout ça que je fustige. C'est les choses qui sont juste du domaine de l'insouciance et de l'inconscience. Quand on ne sait pas faire autrement, quand il n'y a pas d'alternative, bon, il faut chercher pour trouver. Mais quand il n'y a pas d'alternative, qu'est-ce que vous voulez dire? On ne sait pas faire autrement. Et voilà. On va voir les images tout de suite. Est-ce que vous trouvez que les jeunes, puisque la Fondation s'oriente plutôt vers eux, est-ce qu'ils sont plus sensibles aux problèmes d'environnement que leurs aînés? Oui, je pense. Enfin, d'abord parce que on n'en parlait pas avant. Donc déjà, ils ont entendu.
ils ont une ouverture, la télévision, pas que nous, y a participé, et puis dans les écoles, justement, on commence à en parler. Avant, il y avait quelques classes vertes, mais enfin bon. Donc forcément, ils y sont plus sensibles. Ils n'ont peut-être pas toujours conscience de l'enjeu. C'est-à-dire qu'on sorte de la vision un peu réductrice que l'écologie, c'est juste protéger la forêt, ou les bébés dauphins, ou les bébés phoques, quoi. C'est important, mais c'est quand même beaucoup plus important que ça. Donc c'est ce que nous essayons entre autres de montrer, que c'est voilà, ils y sont sensibles. Et est-ce qu'ils reproduiront les erreurs? C'est pas eux tout seuls qui le feront, c'est la société ensemble, mais c'est important. Non, ils y sont attentifs. Il y a des gestes, je pense, qu'ils ne reproduiront pas. Voilà. En fait, en vous entendant parler, on se rend compte finalement il n'y a pas l'homme, la nature, mais il y a l'homme dans la nature en fait. C'est-à-dire on a toujours fait ce distinguo, ou par vanité ou par ignorance. On a mis la nature puis l'homme à côté, comme si on était des observateurs. Bon, la nature, c'est une espèce d'entité confuse et précise à la fois, à l'intérieur de laquelle il y a l'homme. Et comme je le disais tout à l'heure, toucher à la nature, c'est toucher à l'homme, puisque l'homme y participe et en même temps subit. Je crois qu'il faut toujours regarder un peu en arrière. On a des origines communes avec l'ensemble de la nature. On est dans la même chaîne évolutive et donc on est liés dans notre passé. Et moi, je suis convaincu que nous sommes liés dans notre destin. On est solidaires entre nous, qu'on le veuille ou pas. On ne peut pas penser que... Il faut cesser de penser qu'on est distinct des autres espèces. On est distinct dans le sens qu'on n'est pas les mêmes, qu'on n'a pas les mêmes facultés, l'homme est doté peut-être d'une faculté supplémentaire qui est une forme d'intelligence, mais on est lié dans la mesure où on participe à l'équilibre ou au déséquilibre. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on comprenne que cette sphère, qu'on appelle la biosphère en termes plus scientifiques, eh ben, c'est encore une fois, c'est très complexe, ça fonctionne sous le signe de la symbiose, chaque espèce en sert une autre, nous en servons une autre, mais nous profitons de notre espèce. Donc quand on touche à ce système, on n'en voit pas immédiatement les effets, forcément, hein, mais un jour ou l'autre, on se dit, merde, tiens, je comprends mieux pourquoi ça arrive. Jusqu'au jour où on ne pourra plus. Voilà. Alors, ça paraît toujours un peu alarmiste de dire ça. Au nom de quoi on dit ça? Moi, je ne suis pas scientifique, etc. Bon, mais il y a quand même des scientifiques qui se sont pensés sur le sujet. Il n'y a pas besoin d'être grand clair. Encore une fois, il suffit de voyager, de regarder un petit peu, d'avoir le temps pour ça, pour comprendre quand même que on se comporte avec une inconscience. Encore une fois, pas parce qu'on est des brutes ou des bêtes, parce quelquefois on n'a pas le loisir ou le temps. Et encore ce que je disais tout à l'heure, la société a déjà du mal à gérer le présent, alors en plus prendre en compte l'avenir, c'est pas facile. Je fais partie de ceux qui essaient de faire en sorte de montrer un peu ce qui risque de se passer si on ne touche pas. Dernière question par rapport à ce que disait votre père spirituel, Paul-Émile Victor, qui rêvait d'un sens civique planétaire. Est-ce que c'est finalement une utopie? Est-ce que vous le voyez poindre? Est-ce que les sommets mondiaux sur l'environnement, style celui de Kyoto qui a eu lieu récemment, ça sert à quelque chose? Le sens civique planétaire, c'est une obligation. Pour autant, est-ce que ça existera? J'en sais rien. Quand on voit combien l'humanité a du mal à s'entendre sur un certain nombre de choses, c'est le vrai challenge, c'est le vrai défi. C'est une obligation. Si on n'y passe pas, parce que notamment sur les problèmes d'environnement, c'est des problèmes mondiaux. Bon, donc il faut, comme disait un précurseur de l'écologie qui s'appelait René Dubos, il faut penser globalement et agir localement. Bon. Voilà. Alors, est-ce qu'on y parviendra? Je n'ai bien entendu pas la réponse. Par moments, je cède au pessimisme quand je vois comme l'humanité se tiraille partout sur des choses. Bon. Mais peut-être qu'il faudra qu'on passe par un certain nombre de bouleversements, de cataclysmes, pour que, bon, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Voilà. Mais je pense que les choses vont vite, qu'il faut qu'on agisse vite, quoi. Le temps que vous prépariez dans la salle les questions, on va peut-être regarder un dernier extrait d'Okavango, que je trouve parmi toute la cassette d'Okavango, en tout cas les plus belles images, celles que vous allez voir juste au début, qui sont presque des images de paradis, et des images tournées au Gabon, et ensuite on verra que l'homme descend bien du singe. La salle c'est clair, et vous levez la main, question au troisième rang, d'autres mains se lèvent aussitôt après, merci. Bonsoir. Je voulais savoir si, au cours de vos voyages, malgré les précautions prises, vous aviez eu l'impression des fois ou la peur d'avoir rompu un équilibre en voulant vous immiscer dans un endroit protégé ou bien d'avoir troublé le calme qui régnait. Vous voulez dire par exemple au niveau humain ou au niveau animal ou au niveau... Je pensais plus au niveau humain. Non, parce que il faut... par exemple, quand on a fait Okavango, il m'est arrivé de lire un ou deux articles comme ça, nous comparant à l'armada du Paris-Dakar. C'était une profonde ignorance de notre manière de travailler.
On avait des moyens importants pour une équipe de télévision, certes, mais il ne faut pas imaginer qu'on débarquait comme ça avec les camions, l'hélicoptère, l'hydravion dans un village. Voilà, ça ne se fait pas du tout comme ça. C'est un long travail de préparation. Dès qu'on touche à l'ethnique ou à l'ethnologie, d'abord on travaille avec des ethnologues qui sont spécialistes des régions où l'on va, qui sont en général, eux, parce que c'est leur thèse ou leur sujet de recherche, qui sont déjà en contact avec ces villages ou ces régions. Et donc, on identifie avec eux donc, les régions où l'on peut aller, donc qui ont déjà eu des contacts extérieurs, rares, mais qui ont déjà eu. Tout le travail de préparation se fait donc en général avec cet ethnologue et qui va préparer avec eux ce que l'on peut ou pas faire. Et qui est en mesure de dire, bon, là, on va venir à pied, ou là, vous pouvez venir avec le camion parce que des 4x4, ils en voient passer tous les jours. Ou voilà, donc on adapte en fonction. Mais en aucun cas, on arrive avec toute l'artillerie. On arrive en petite équipe. Et puis, il y a des règles de base à respecter, qui nous sont d'ailleurs apprises, parce qu'on peut commettre des impairs. Mais bien entendu, on arrive, on ne laisse rien, on ne négocie rien, parce que dans ces cas-là, on change les choses. Donc en général, nous, on est juste des voleurs d'images, mais quand vous expliquez, tous les peuples sont fiers de leur culture, quand vous leur expliquez que l'on vient juste prendre leur image pour en faire profiter d'autres cultures qu'ils n'identifient pas forcément, à ce moment-là, ça se passe très bien. Alors en plus, ça dépend du degré d'isolement, du degré de... Voilà, parce que quand vous faites les Maasai dans le sud du Kenya, bon, ben, tout le monde sait que ces Maasai-là sont en contact avec des étrangers. Quand vous faites les El Molo dans la vallée de l'Omo au sud de l'Éthiopie, c'est beaucoup plus délicat. Bon, donc on adapte, voilà. Il y a des fois où, par exemple, les Maasai, je les ai emmenés voler en montgolfière parce que, je ne veux pas dire que plus rien ne les étonne, mais ils ne vivent pas d'une manière totalement recluse. C'est différent. Quand on fait les... comment s'appelle-t-il en Namibie, j'ai un trou de mémoire, c'est pas les Imragen, ça me reviendra, enfin c'est une des tribus les plus coupées de tout qui était... Bon, là aussi c'est pareil, ça se fait avec énormément de précautions, on reste quelques heures, on repart loin dans notre camp et puis on revient le lendemain, etc. Donc voilà, honnêtement, je dis pas ça comme ça, c'est parce que j'ai toujours été beaucoup blessé dans mes précédents voyages, avant même de faire de la télévision, souvent du comportement notamment des équipes de télévision ou des cinéastes. Et je sais que la vulnérabilité des choses. Je pense qu'on a dû commettre une ou deux erreurs, non pas irréversibles, mais voilà. Mais globalement, derrière nous, les choses sont exactement dans l'état, et on a même généralement le temps de notre présence amené beaucoup de joie et d'émerveillement. Parce que nous, par exemple, on a un moyen de communication extraordinaire quand on ne se comprend pas. C'est l'aile delta et le parapente. Quand vous faites devant ces tribus-là un vol en delta et que vous atterrissez au milieu d'eux, ça suscite un tel émerveillement. Ça fait tomber tous les tabous, ça brise tout. Et ça suscite des rires, mais qui vous montrent que de toute façon, là, vous ne faites que du bien, quoi. Des rires, ou un émerveillement. Voilà notre méthode d'approche. Mais ça se fait, je pense, avec beaucoup de délicatesse, parce que... Bon, non pas qu'on soit mieux que les autres, mais parce que moi j'étais très rigoureux là-dessus. Et s'il y a pu avoir quelquefois des maladresses, etc., j'étais très sévère là-dessus. Autre question. Pour gagner du temps, vous levez la main avec un peu d'avance. Monsieur. Oui, bonsoir. Pouvez-vous nous dire un mot de la campagne 98 de la Fondation, qui sera lancée avant l'été, je pense? Je vois que vous êtes donc très au courant. Donc la Fondation lance officiellement, je crois que c'est dans un mois, une campagne nationale sur le thème SOS Mer Propre. On avait fait l'an dernier une campagne régionale qui s'était appelée La mer n'est pas une poubelle, c'était une campagne test qu'on avait fait en Charente-Maritime et en Vendée. Donc cette année on lance une grande campagne qui est une campagne de mobilisation à la fois de tous les citoyens pour que à leur niveau ils protègent l'océan, mais en même temps de mobilisation de tous les acteurs. Les acteurs sont très nombreux. Il y a évidemment ceux auxquels on pense en priorité, comme les pêcheurs, les armateurs, mais aussi les ports de plaisance, les plaisanciers, les sportifs. Bon. Donc on a mobilisé l'ensemble de ces acteurs pour ensemble dire voilà, on a décidé maintenant, on a pris conscience que l'océan était une entité vulnérable, fragile, que c'est l'avenir de l'homme qui en dépend, donc on va la protéger par un certain nombre d'actions concrètes
qui seront annoncés à cette occasion. Et puis nous, on fera une grande campagne nationale de communication sur ce thème-là, parce que c'est l'année internationale de la mer, parce que c'est le grand défi du XXe siècle, parce que je pense que tous les scientifiques qui s'intéressent à l'origine de la vie savent que l'origine de la vie est née dans les océans, et je pense que le futur de la vie est dépend aussi des océans. C'est une symbolique importante. Donc c'est ce que nous essaierons d'expliquer dans cette campagne qui s'appelle SOS Mer Propre, et qui sera lancée officiellement début mai. Voilà. Les mains se lèvent, non. On prend encore 2 ou 3 questions, monsieur. Félicitations pour vos émissions. Moi, je voudrais une simple petite question matérielle. Quel est votre aéronef préféré? Alors, c'est vrai que j'ai une grande préférence pour l'aile delta, pour la pureté du vol. C'est clair que quand on vole allongé, que la prolongation pratiquement des bras, ce sont les ailes de l'aile delta. En parapente, on vole, mais on a plutôt l'impression quand même de chuter. En aile delta, on vole, on avance. Bon. En plus, en parapente aussi, mais en aile delta encore plus, vous savez qu'on fait des gains d'altitude très importants. C'est-à-dire on décolle d'un site et puis on peut repasser dessus 5 minutes après. Et c'est sans doute la moins mauvaise manière qu'on a d'imiter des oiseaux. On est quand même très proche d'eux. On a des performances pas comparables parce qu'ils font toujours mieux que nous, mais enfin, notamment quand j'ai volé avec les vautours, on arrivait à tenir assez longtemps en l'air. Donc au niveau de la pureté du vol, au niveau du plaisir, au niveau de l'intuition du vol, c'est quand même l'aile delta qui prime. Je suis pilote d'hélicoptère aussi, je reconnais qu'au niveau du pilotage pur, au niveau de la machine, l'hélicoptère est un engin assez extraordinaire, dont je ne me lasse pas. J'aime beaucoup l'hydravion. J'ai eu la chance de passer 18 mois en Afrique avec un des hydravions de légende, mais sans tomber dans des gros hydravions comme ça. Quand on a la chance de se poser avec un hydravion sur un fleuve, je me rappelle, moi un jour j'étais en Guyane et j'avais un minuscule hydravion, un monoplace, et j'ai quitté Cayenne et je suis parti me balader dans la forêt comme ça, et je me rappelle un jour m'être posé sur un méandre d'une toute petite rivière, d'avoir jeté l'ancre, d'avoir vu des Indiens arriver avec leurs pirogues, venir voir cet hydravion comme un objet incroyable, d'avoir passé la journée avec eux, d'être reparti comme j'étais venu. Donc l'hydravion c'est fantastique parce que ça vous permet de vous poser dans des endroits insensés, puis c'est de vous marier l'eau et l'air. Voilà. Donc et puis le ballon quand même, les vols en ballon, c'est extraordinaire d'être une bulle d'air et de se déplacer dans le lit du vent, quoi. C'est aussi un vol très intuitif qui n'est pas très précis parce qu'on ne va pas toujours où on voudrait, mais c'est magnifique le ballon. J'entends. Qu'est-ce que fait votre femme et Isabelle Pâtissier? C'est une question privée que vous me posez. Oui, parce que j'en entends pas. Alors, sur les questions privées, vous m'en voulez pas, mais je ne réponds pas. Voilà, question privée. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir si vous avez été témoin dans vos voyages d'actes de chasse, en particulier de chasse qui sont faites par des Occidentaux, des Français entre autres, puisqu'il existe des agences de voyage, comme je ne vais pas vous l'apprendre, je suppose que vous êtes au courant. Comme Jet Tour, par exemple. Comme Jet Tour, par exemple, au Mans, ça existe aussi, qui vendent des voyages justement pour que les personnes aillent tuer toutes les espèces qu'on a vues tout à l'heure dans vos reportages. Donc, je voudrais savoir si sur le terrain vous avez rencontré de telles personnes et au-delà de ça, ce que vous pensez peut-être de ces types de chasse. Bon, alors, étant dans une région où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici qui chassent, j'espère ne heurter personne. Je ne suis pas chasseur, ça c'est sans doute pas une nouvelle pour personne. J'ai plus ou moins de tolérance pour la chasse. C'est vrai que moi, c'est un acte que je ne fais pas et que j'ai du mal à comprendre, mais je le respecte, cette tradition-là. Je n'en ai pas hérité, donc je peux... Bon. Mais il y a des formes de chasse qui sont pour moi, évidemment, totalement inacceptables et pour lesquelles, là, je n'ai aucune tolérance. Et de la chasse dont vous parlez, c'est-à-dire que quand on va là,
que vous venez de voir, avec pour seule idée de se faire un trophée, franchement là, j'ai même pas de dialogue possible, on n'est pas du tout sur les mêmes longueurs d'onde. D'autant qu'effectivement, il y a des agences qui continuent de proposer dans les trophées des espèces qui sont sur la Convention de Washington. Donc ça, c'est encore... Mais de toute façon, qu'elles soient ou pas sur la Convention de Washington, moi je me rappelle toujours quand j'étais assez jeune, j'avais un de mes oncles qui nous racontait pendant des heures comment il allait chasser le buffle, l'éléphant et le lion, et quand vous êtes gamin, évidemment, vous ouvrez les grands des yeux parce que c'est Tintin qui rentre chez vous. J'ai une connaissance quand même assez bonne de la faune africaine. J'ai passé beaucoup de temps en expédition sans armes, donc je connais vraiment bien le comportement des animaux. Croyez-moi, tuer un buffle ou un éléphant, il n'y a aucun exploit, il faut vraiment être totalement miro pour le rater. Et avec les armes qu'on a, vous prenez absolument aucun risque. Donc ça n'est ni un exploit, c'est juste tout simplement un carnage. Qu'il y ait des problèmes de surpopulation, qu'il faille réguler, etc., c'est un autre débat. Mais voyager pour aller se faire un éléphant ou un buffle, je ne le comprends pas. Dans le genre de choses les pires que j'ai assisté, j'ai vu en Arctique des gens venir se faire des ours polaires, qui là pour le coup est une population qui est menacée. Et il m'est arrivé de voir en pleine banquise des ours avec les pattes nécrosées parce qu'ils avaient été seulement blessés, qui mettront des semaines ou des mois à mourir. Moi, c'est vrai que c'est des choses, honnêtement, là-dessus, ça me heurte, ça me bouleverse, ça me rend même quelquefois assez agressif. Voilà, ça, je ne le tolère pas. Alors, c'est vrai qu'en plus, c'est érigé en système, parce que comme vous venez de le dire, il y a des tours opérateurs qui participent à cela. C'est ce que je voulais un peu dire quand on voit des images comme ça. Moi, ça provoque que de l'émerveillement. Quand je vois ces oiseaux, ou quand je vois toutes ces bêtes qui batifolaient au Gabon, c'est un sacrilège pour moi de détruire ça, parce que là on sait que c'est des patrimoines vulnérables qui sont en train d'agoniser, que ce sont des dernières niches écologiques, et il y a encore des gens qui se déplacent pour venir faire des trophées là-dedans. C'est un sacrilège, comme de détruire un tableau de Michel-Ange dans une cathédrale italienne. Peut-être la dernière question, ça vous va ? Est-ce qu'il y a encore une question qui sera peut-être la dernière? Vous regretterez ensuite dans 5 minutes. Donc la dernière question, ou l'avant-dernière. Est-ce qu'il y aura une autre question? Une autre main se lève. Voilà, ça sera la dernière. Et l'avant-dernière, là-bas. Bonsoir. Je voulais savoir si vous aviez un élément préféré entre l'eau, la terre et l'air. L'eau et l'air, j'aime bien. Bon, l'air, parce que c'est vrai que voler, c'est toujours sublimer les choses. Quelque chose qui est beau au sol est encore plus beau vu du ciel, ça c'est clair, donc il y a déjà ce plaisir-là. Quelque chose qui est moche au sol peut être beau vu du ciel. Donc bon. En plus, c'est vrai que l'acte de voler, surtout avec les engins avec lesquels on vole, il y a une espèce de flirt comme ça avec l'élément. Moi, quand je parle de la notion d'air, c'est quelque chose de concret. C'est pas juste une formule chimique. Quand on fait de la chute libre, quand on fait de l'aile delta, c'est quelque chose qu'on sent. Donc c'est vraiment un élément que je sens. Et c'est vrai que j'aime voler, parce que je crois qu'il y a peu de disciplines où vous évadez autant. Vraiment, quand vous êtes dans une aile delta ou en parapente, vous pouvez avoir eu un redressement fiscal la veille, vous l'avez oublié, hein, ça je peux vous dire. Vraiment, quoi qu'il vous arrive, c'est vraiment l'évasion absolue. Donc ça c'est merveilleux parce que c'est des instants très denses. Le monde se limite à votre horizon immédiat. C'est très, 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 très fort. L'eau a un peu ses vertus, notamment la plongée. Dès qu'on passe la tête sous l'eau, c'est fini, plus rien d'autre existe. Vous avez quitté la surface et donc une forme de réalité du monde et vous passez dans une autre réalité parce que ça existe. Et ça a une capacité d'abstraction fantastique. Et voilà, et c'est vrai que dès qu'on met, notamment dans les endroits où on a la chance de plonger, dès qu'on met la tête sous l'eau, moi je me demande pourquoi je me suis privé pendant tant d'années de ce qui se passe sous l'eau, parce que la plongée c'est hyper facile, hein, je parle des plongées classiques. On a tendance à s'enorgueillir de plonger, mais c'est à la portée de quasiment tout le monde, sauf si on a des problèmes physiologiques. Et je parle des plongées qui se font dans 20 ou 30 mètres d'eau, qui est là où il y a le maximum de choses. Et quand on voit le spectacle sous l'eau, ça vaut un voyage dans l'espace. C'est peut-être même mieux parce qu'il y a une variété de choses, de couleurs, de formes. Vous pouvez rester le nez sur un morceau de corail grand comme ça
et pendant 1 heure découvrir des centaines d'êtres vivants, de formes, de mouvements, c'est extraordinaire. Donc l'eau et l'air, je les compare souvent. Dans l'eau, on vole un peu aussi, il y a cette espèce de notion d'apesanteur. Donc c'est des sensations très très proches. Maintenant, j'ai vécu, mais c'est pas la même plénitude, parce que j'ai eu des expériences très fortes sous terre, par exemple, parce que c'est un monde inconnu, on appelle ça le 5e continent, mais c'est pas pareil. Quand on est sous terre, on est quand même dans un climat un peu plus de stress, il y a l'absence de lumière, on est en lumière artificielle, c'est un univers délicat. Le pire, c'est quand on cumule les deux, c'est-à-dire quand on fait l'eau sous terre, c'est-à-dire les plongées souterraines. C'est parmi les expériences les plus engageantes physiquement et psychologiquement, parce que j'ai fait pas mal de plongées en siphon, quand vous accumulez derrière vous des centaines de mètres, voire quelquefois des kilomètres de siphon, d'étroiture, de passages délicats, etc., et puis souvent des réseaux où vous risquez au retour de vous perdre, ça c'est stressant. Donc c'est intéressant pour ce qu'on risque de découvrir, mais on n'éprouve pas une plénitude de plaisir, quoi. C'est plutôt du stress, quoi. Question qui sera la dernière. Bonsoir Nicolas. Merci de nous avoir fait rêver auparavant, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de monde qui vous ont dit merci peut-être, alors je vous le dis. Et j'aimerais tout simplement savoir si actuellement vous avez des rêves que vous savez que vous ne pourrez jamais atteindre, genre le cosmos, et savoir si y a eu des choses, ou si vous avez approché ce domaine de tous ces rêves, ou est-ce que ça reste qu'un seul rêve? Alors, j'ai quand même eu la chance d'en réaliser un bon nombre, et je ne peux pas avoir beaucoup de regrets, quoi. Moi, jamais j'aurais imaginé, il y a 20 ans, avoir vécu autant de choses, et d'avoir justement rejoint autant de rêves, hein. Donc c'est vrai que très sincèrement, sans être du tout blasé, parce qu'il y a des choses encore beaucoup qui me touchent, dans ce domaine-là, je suis quand même très comblé, quoi. Ça peut s'arrêter demain matin, je suis archi comblé, et j'essaie plutôt justement de fructifier tout ça, d'y donner un sens, de le partager, voilà. Alors dans les choses que j'ai... Mais c'est plus du domaine du caprice, hein, si je veux être honnête. C'est vrai que ça m'aurait bien plu d'aller dans l'espace. Parce que je pense que le type qui a vu la Terre de l'espace une fois dans sa vie, il est quand même transformé aussi. Hein, et comme j'ai beaucoup côtoyé le milieu des astronautes et des cosmonautes, ça m'agaçait d'autant plus que j'ai fait pas mal dans mes bandes de copains de gars qui avaient été dans l'espace, dont certains d'ailleurs avaient été sur la Lune. C'est pas des copains, mais c'est des gens que j'ai vus souvent. Donc c'est vrai que c'est un truc, quand je les écoutais, franchement, je me sentais très loin d'abord parce que c'était souvent des gens qui avaient un bagage scientifique très important, donc ils avaient sacrifié, parce que pour faire un tour dans l'espace, il faut sacrifier vraiment une partie de sa vie à la connaissance, à l'apprentissage. C'est des techniques très complexes, surtout que maintenant les gens qu'on envoie dans l'espace, c'est des gens de plus en plus pointus. Alors à la fois j'étais jaloux parce que ça m'aurait bien plu, en même temps je me sentais pas capable parce que je ne pense pas que j'aurais sacrifié 10 ans de ma vie ou 15 ans de ma vie pour ça. Parce que je pense qu'il y avait aussi des choses à faire sur Terre qui en émotion étaient aussi importantes. Mais ça m'aurait plu. Alors si vous me demandez si je les ai approchés parce que j'ai côtoyé ces gens-là. J'ai été souvent à la NASA, j'étais souvent à la Cité des Étoiles près de Moscou. J'ai eu la chance, notamment avec les Russes, d'aller, je crois, le plus haut possible qu'il soit d'aller en avion. J'ai vu la rotondité de la Terre. Voilà, mais j'ai pas franchi le cap. Parce que l'espace n'est pas accessible aux gens, entre guillemets, normaux. Et il faut vraiment avoir une raison scientifique d'y aller, et moi je n'avais aucune raison. Il y a un journaliste japonais, il y a un grand network japonais, une télévision japonaise, qui avait payé chez les Russes un voyage spatial à un de ces journalistes. Autant vous dire que c'est un truc qui m'aurait quand même bien plu. D'autant que le mec a été malade du début à la fin. Donc il a absolument rien vu et rien commenté. Alors je me dis franchement qu'ils se sont gourés de mecs. J'aurais préféré que ça soit moi, mais c'est lui qui a été choisi et l'expérience n'a pas été renouvelée. Voilà. Merci.
pendant que Jean-Marie Jevaux se prépare à venir pour vous remercier au nom du Conseil général de la Sarthe, Stéphane Courgeon va peut-être nous donner les noms des prochains invités de la Voix au chapitre. Il reste 2 invités. Le prochain, ce sera le 19 mars, Yvan Levaille, on change de registre, directeur de la rédaction de la Tribune. Et le 16 avril, Richard Berry, le comédien. Bien, je crois qu'il me revient ce mot de la fin et j'avoue que j'ai presque honte d'interrompre cette conversation, cette conférence aussi passionnante et aussi enrichissante. Alors je voudrais, Nicolas Hulot, au nom du président du Conseil général et de mes collègues ici présents que je voudrais saluer, Pierre Hélier, Jacques Doris et puis Georges Boulanger-Stragier, vous remercier très sincèrement parce que je crois que comment résister après de telles images, mais aussi de tels récits, eh bien l'incitation au voyage. Voyage, découverte, mais aussi, vous avez su, je crois, nous sensibiliser également à tout ce qui est protection, nature, et votre fondation que vous avez mis en place vous permettra et vous permettra aussi à nous eh bien, de pouvoir mieux juger et peut-être aussi vous aider, puisque, je voudrais le dire ce soir, le Conseil général a fait un geste vis-à-vis de cette fondation tout à l'heure, et j'espère eh bien, que nous aurons encore l'occasion de pouvoir continuer à apprécier et à vous aider dans cette démarche qui est la vôtre et que nous saluons tout particulièrement. Merci encore de cette excellente soirée. Merci. Et puis, eh bien, j'espère que nous aurons toujours le plaisir de revoir ces images, de belles images en tous les cas, grâce à cette future émission que vous préparez, dont vous Chaya de Nature, et qui, vous l'avez cité, sera une heure d'écoute accessible au plus grand public. Ça, je vous en remercie infiniment. Merci à vous tous et bonsoir.